Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Nous sommes toujours sur Orgueil et préjugés de Jane Austen. Euh, et donc c'est sans plus attendre donc, que je poursuis la lecture. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à vous installer confortablement et puis à vous laisser guider au son de ma voix et pourquoi pas non plus réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Je suis fort éloigné de penser, je vous assure, répondit-il, qu'un bal de cette sorte, donné par un jeune homme de bonne réputation à des personnes respectables, puisse avoir le moindre caractère répréhensible. Je suis en réalité si peu opposé à danser moi-même que j'espère en l'honneur de pouvoir donner la main tour à tour à toutes mes belles cousines au cours de la soirée et saisis l'occasion qui m'est offerte de vous prier de me réserver, mademoiselle Elisabeth, les 2 premières danses en particulier, préférence que ma cousine Jane, j'en suis convaincue, attribuera à un juste motif et non à un manque de respect à son égard. Elisabeth était prise à son propre piège. Elle s'était imaginée avec assurance recevant de Wickham une invitation pour les danses en question, et c'était M. Collins qui le remplacerait. Sa vivacité ne s'était jamais exercée aussi mal à propos. On ne pouvait malheureusement rien y changer. Le bonheur de M. Wickham et le sien devaient par force attendre un peu, et l'offre de M. Collins fut acceptée d'aussi bonne grâce que possible. Sa galanterie ne lui plaisait pas davantage de ce qu'elle suggérait quelque chose de plus. Pour la première fois, il lui vint à l'idée que c'était elle qu'on choisissait entre toutes les filles de la maison comme digne de devenir la maîtresse du presbytère de Hunsford et d'aider à compléter une table de quadrille à de Rosing en l'absence de visiteurs plus souhaitables. Cette supposition se transforma bientôt en certitude devant une politesse de plus en plus appuyée et fréquemment une débauche de compliments sur son esprit et sa vivacité. Son étonnement devant l'effet produit par ses charmes était plus grand que sa satisfaction, et pourtant il ne lui fallut pas attendre longtemps pour que sa mère lui donnât à entendre que la probabilité de leur mariage lui plaisait infiniment. Elisabeth cependant préféra ne pas relever l'allusion, comprenant bien qu'une réaction de sa part ne pouvait qu'entraîner une grave dispute. Peut-être M. Collins ne la demanderait-il jamais, et tant qu'il s'abstenait de le faire, il était inutile de se quereller à son propos. Sans le bal de Netherfield pour lequel il fallait se préparer, et qui fournissait un sujet de conversation, les plus jeunes des demoiselles Bennet eussent été alors bien à plaindre. Car du jour de l'invitation à celui de la réception, la pluie tomba sans discontinuer, au point d'exclure la possibilité qu'aucune promenade à Mériton. On ne pouvait se mettre en quête ni de la tante, ni des officiers, ni de quelques nouvelles. Même les rosettes pour les souliers du bal durent être acquises par procuration. Il n'était pas jusqu'à Élisabeth qui aurait pu s'impatienter d'un temps qui dressait un obstacle insurmontable à une plus ample connaissance de M. Wickham, et seule la perspective de danser le mardi suivant était de nature à rendre le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi supportables à Kitty et à Lydia. Chapitre 18. Jusqu'au moment où Elisabeth entra dans le salon de Netherfield et chercha vainement du regard M. Wickham, au milieu des habits rouges qui étaient là rassemblés, nul doute quant à sa présence ne l'avait effleurée. L'assurance où elle était de le rencontrer n'avait été tempérée par aucune des réflexions qui auraient pu, non sans raison, lui causer de l'inquiétude. Elle avait apporté à sa toilette un soin particulier et s'était préparée de la meilleure humeur du monde à conquérir ce qui, dans le cœur de cet homme, n'était pas encore soumis, pensant que ce n'était pas non plus qu'on ne pouvait en attendre de la soirée à venir. Mais un instant suffit pour donner naissance à un affreux soupçon. Il avait des dessins... Et oui, il avait à des dessins... Oh, excusez-moi. Il avait à dessein été omis de la liste des invitations aux officiers afin de satisfaire M. Darcy. La vérité ne se révéla pas exactement conforme à cette conjecture. Il n'en demeura pas moins qu'il était absent, et ce que confirma sans aucun doute possible M. Denny lorsque Lydia se hâta de le questionner,
Wickham, la veille, avait dû pour affaire se rendre à Londres et n'était pas encore de retour. Il ajouta avec un sourire entendu. Je ne crois pas que ces affaires l'auraient empêché de venir précisément aujourd'hui, s'il n'avait pas voulu éviter un certain monsieur. Les derniers mots de cette information, Lydia ne les entendit pas, mais Élisabeth les surprit. Comme cela l'assurait que la responsabilité de Darcy dans l'absence de Wickham n'était pas moins engagée que si la première hypothèse s'était trouvée vérifiée, toute la rancœur que le coupable avait suscitée s'accrut tellement de la déception présente qu'elle eut peine à répondre avec suffisamment de civilité aux demandes polies qu'aussitôt il lui fit à propos de sa santé. Se montrer aimable, patiente, indulgente avec Darcy était faire injure à Wickham. Elle était décidée à ne tenir de conversation d'aucune sorte avec lui et se tourna d'un autre côté avec une mauvaise humeur qu'elle ne put tout à fait dominer, même en conversant avec M. Bingley, dont la particularité aveugle l'irritait. Mais Élisabeth n'était pas faite pour la mauvaise humeur et, bien que la soirée n'eût plus rien à lui apporter, cela ne put longtemps la décourager d'être en train. Quand elle eut confié tous ses chagrins à Charlotte Lucas, qu'elle n'avait pas revue depuis 8 jours, elle fut bientôt capable de passer sans effort aux bizarreries de son cousin et d'attirer sur son attention de son ami les 2 premières danses. Néanmoins, la rendirent à son désarroi. Son amour-propre pour lui fut mis à rude épreuve. M. Collins, gauche et emprunté, s'excusant au lieu de s'appliquer, se trompant souvent dans ses mouvements sans même s'en apercevoir, lui causa autant de confusion et de contrariété que peut en créer un partenaire déplaisant pendant toute la durée de ces 2 danses. Ce fut un vrai bonheur quand elle en fut débarrassée. Son cavalier suivant fut un officier, et elle eut la satisfaction de pouvoir parler de Wickham et d'entendre qu'il était unanimement apprécié. Après quoi, elle retourna près de Charlotte Lucas, et elle était en grande conversation avec son amie quand soudain elle fut abordée par M. Darcy, qui la prit à ce point dépourvue en lui demandant de lui réserver 2 danses que, sans savoir ce qu'elle faisait, elle accepta. Il s'éloigna aussitôt, si bien qu'elle n'eut plus qu'à se désoler de son peu de présence d'esprit. Charlotte essaya de la consoler. « Je suis sûre que tu vas le trouver très aimable. Oh, Dieu m'en garde. Ce serait la pire des choses qui puisse m'arriver. Trouver aimable un homme qu'on était résolu à détester. Ne me souhaite pas pareille calamité. » Quand la musique reprit, toutefois, et que Darcy s'approcha pour lui demander de lui donner la main, Charlotte ne put s'empêcher de la mettre en garde à voix basse. Il ne lui fallait pas faire la sotte et permettre à son goût pour Wickham de la rendre désagréable aux yeux d'un homme 10 fois plus important que lui. Élisabeth ne répondit rien et prit place parmi les danseurs, stupéfaite de l'éminence à laquelle elle avait atteint en étant jugée digne de se tenir face à M. Darcy et lisant dans le regard de ses voisins un étonnement égal au sien. Ils restèrent quelque temps totalement silencieux, et elle commença à se dire que ce silence était se prolonger jusqu'au bout des 2 danses, sans d'abord se résoudre à autre chose qu'à le maintenir, quand soudain, s'avisant que le plus pénible pour son partenaire serait d'être contraint d'ouvrir la bouche, elle fit sur la danse une remarque banale. Il lui répondit et de nouveau s'enferma dans le mutisme. Quelques instants plus tard, elle revint à la charge. « C'est à votre tour maintenant de dire quelque chose, monsieur Darcy. J'ai parlé de la danse, à vous de placer quelques mots sur les dimensions de la pièce ou le nombre de couples. » Il sourit et l'assura que ce qu'elle souhaiterait l'entendre dire, il le dirait. « Très bien, cette réponse suffira pour le moment. Peut-être est-ce que tout à l'heure j'observerai que les bals privés sont beaucoup plus agréables que les bals publics, mais dans l'intervalle nous pouvons garder le silence. » Parlez-vous donc par obligation quand vous dansez ? Cela m'arrive. Il faut bien échanger quelques mots, vous savez. Si l'on restait silencieux pendant une demi-heure, cela paraît très bizarre. Pourtant, pour le bien de certaines personnes, la conversation devrait être réglée de manière à leur ôter l'embarras de faire plus que le strict nécessaire. Consultez-vous vos propres souhaits dans le cas présent ou imaginez-vous vous accorder quelque chose au mien ? L'un et l'autre, répondit-elle avec malice.
je n'ai cessé de remarquer beaucoup de similarités dans nos tournures d'esprit. Nous sommes tous les deux par nature insociables et taciturnes, répugnants à parler si l'occasion ne s'offre pas de dire quelque chose qui étonnera la salle entière et passerait à la postérité avec tout l'éclat d'un proverbe. La ressemblance avec votre caractère n'a rien de très frappant, dit-il. À quel point le portrait s'adapte au mien, je ne puis prétendre l'affirmer. Vous, de toute évidence, vous le trouvez fidèle. J'en suis l'auteur, ce n'est donc pas à moi d'en juger. Ils se tut. Ils restèrent muets tant ils ne furent pas, tout en dansant, parvenus au bout de la rangée. Il lui demanda alors si ses sœurs réelles se rendaient pas très souvent à pied de Meriton. Elle répondit par l'affirmative et incapable de résister à la tentation, ajouta: « Lorsque vous nous avez rencontrés l'autre jour, nous venions de faire une nouvelle connaissance. » L'effet fut immédiat. Son visage se rembrunit, exprimant davantage encore de hauteur, mais il ne dit rien. Élisabeth, bien que se reprochant un moment de faiblesse, n'eut pas le courage de poursuivre. Au bout de quelque temps, son interlocuteur reprit la parole pour faire observer avec une émotion contenue: « Monsieur Wickham a la chance de posséder des manières si engageantes qu'il est assuré de se faire des amis. Pour ce qui est de les garder, cela est moins certain. » « Il eut le malheur de perdre votre amitié, » répliqua Élisabeth avec véhémence, « et dans des conditions qui risquent de lui nuire sa vie durant. » Darcy n'insista pas et parut désireux de changer de sujet. À ce moment, Sir William Lucas surgit tout près d'eux. Il voulait se frayer un chemin à travers l'alignement des danseurs pour gagner l'autre côté de la pièce, mais, apercevant M. Darcy, il s'arrêta et s'inclina de manière particulièrement courtoise pour le complimenter de son art de la danse et le choix de sa partenaire. « J'ai été au plus haut point charmé, mon cher monsieur. Ce n'est pas souvent qu'on insiste à une exécution aussi raffinée. Il est évident que vous appartenez au meilleur monde. Permettez-moi de vous dire toutefois que votre belle cavalière fait honneur à votre talent et qu'il me faut espérer d'éprouver fréquemment le même plaisir, en particulier lorsqu'un certain événement des plus souhaitables, ma chère mademoiselle Élisa, avec un regard en direction de sa sœur et de Bingley, se produira. Que de compliments afflueront en cette occasion. J'en appelle à monsieur Darcy, mais je ne voudrais pas vous déranger, monsieur. Vous ne me saurez aucun gré de vous avoir privé de la conversation enjôlante de cette jeune demoiselle, dont les yeux bleus aussi prestement admoneste. Il fallait le sortir, celui-là. C'est à peine si Darcy entendit les derniers mots de ce discours. Mais l'allusion de Sir William à son bande d'amis parut l'impressionner vivement. Il adressa un regard empreint de gravité à Bingley et à Jane qui dansaient ensemble. Il se ressaisit toutefois rapidement et, se tournant vers sa cavalière, lui dit: « L'interruption de Sir Williams m'a fait oublier ce dont nous parlions. » « Mais je ne crois pas que nous étions en train de parler. Sir William n'aurait pu couper la parole à deux personnes dans cette pièce qui eussent moins de choses à se dire. Nous avons déjà sans succès fait l'essai de 2 ou 3 sujets, et de celui dont nous allons aborder à présent, je n'ai aucune idée. »« Pourquoi pas les livres ?» demanda-t-il en souriant. « Les livres ? Oh non, je suis sûre que nous ne lisons pas les mêmes, ou alors pas avec les mêmes sentiments. »« Je regrette que ce soit là votre opinion, mais en ce cas, au moins ne manquerions-nous pas de matière. Nous pourrions comparer nos avis. » « Non, je refuse de parler littérature dans une salle de bal. J'y ai toujours l'esprit à autre chose. »« C'est le présent qui toujours vous occupe dans ce genre d'endroit, si je vous comprends bien, » suggéra-t-il d'un air de doute. « Oui, toujours, » répondit-elle, sans faire attention à ce qu'elle disait. Ses pensées, en effet, s'étaient égarées bien loin de ce sujet, comme il apparut bientôt quand elle s'exclama brusquement: « Je me souviens de vous avoir entendu déclarer un jour qu'il vous arrivait rarement de pardonner, que votre ressentiment, une fois conçu, était impossible à apaiser. Vous devez prendre beaucoup de précautions, je suppose, avant de vous y livrer. »« C'est vrai, dit-il d'une voix ferme. «
Vous ne permettez pas aux préjugés de vous faire perdre votre lucidité? J'espère que non. Il incombe particulièrement à ceux qui ne changent jamais d'avis de s'assurer que leur premier jugement est le bon. Puis-je vous demander à quoi tend cet interrogatoire? Simplement à l'élucidation de votre personnalité, répondit-elle en essayant de chasser un sérieux qui l'embarrassait. Je tente de la comprendre. Y réussirez-vous? Elle secoua la tête. Oh, je ne fais pas le moindre progrès. J'entends sur vous des rapports si différents que je ne m'y retrouve absolument pas. Je suis tout prêt à croire, répondit-il avec gravité, qu'on puisse raconter à mon sujet des choses de nature très différente, et je souhaiterais, mademoiselle Bennet, que vous renonciez à esquisser mon portrait à l'heure qu'il est, comme il y a tout lieu de croire que le résultat ne serait flatteur, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais si je ne m'y essaie pas maintenant, il se peut que je n'en ai plus jamais l'occasion. Je ne voudrais pour rien au monde faire obstacle à l'un de vos plaisirs, répliqua-t-il froidement. Elle se tut. Ils accomplirent un dernier passage devant les danseurs et se séparèrent sans un mot. L'un et l'autre éprouvaient du mécontentement, mais ce n'était pas le même, car dans le cœur de Darcy régnait un sentiment assez puissant qui eut vite fait d'obtenir le pardon de sa partenaire et de diriger toute sa colère contre quelqu'un d'autre. Ils ne s'étaient pas quittés depuis longtemps quand mademoiselle Bingley vint à elle, et avec un air de dédain qui se voulait poli, l'aborda en ces termes. Ainsi, mademoiselle Élisa, j'entends que vous êtes coiffée de George Wickham. Votre sœur vient de me parler de lui et m'a posé 1000 questions à son sujet. Je ne me suis aperçue que ce jeune homme, au milieu de ses confidences, avait omis de vous informer qu'il était le fils du vieux Wickham, l'intendant de feu monsieur Darcy. Permettez-moi cependant, à titre amical, de vous conseiller de ne pas attacher une foi aveugle à tout ce qu'il avance. Pour ce qu'il est des mauvais procédés de monsieur Darcy à son égard, c'est totalement faux. Au contraire, M. Darcy a toujours été remarquablement bon envers lui, bien que George Wickham se soit conduit à l'inverse de la manière la plus indigne. Je ne connais pas les détails, mais je sais très bien que M. Darcy n'est pas le moins du monde à blâmer, qu'il ne supporte pas qu'on le parle de George Wickham et que, si mon frère n'a pas cru possible de ne pas l'inclure dans ses invitations et officiers, il s'est grandement réjoui de constater qu'il s'était abstenu de venir. Sa présence dans le pays est en elle-même une remarquable insolence, et je me demande comment il a osé y paraître. Je vous plains, mademoiselle Élisa, de devoir découvrir la culpabilité de votre favori, mais vraiment, si l'on tient compte de ses origines, il ne fallait pas s'en attendre à beaucoup mieux. Son crime et son ascendance à vous entendre parler ne font qu'un, riposta Elisabeth avec colère. Vous ne l'avez accusé de rien de pire que d'être le fils de l'intendant de M. Darcy. Et de cela, je vous l'assure, il m'avait informé lui-même. Je vous prie de m'excuser, mademoiselle Bingley, en se détournant sans cacher son mépris. Pardonnez-moi d'être intervenue. L'intention était bonne. L'insolente, se dit Elisabeth. Elle se trompe de beaucoup si elle croit pouvoir m'influencer par une sortie aussi pitoyable. Je n'y vois que l'ignorance où elle se complaît et la méchanceté de M. Darcy. Elle partit ensuite à la recherche de sa sœur aînée, qui avait pris l'engagement de questionner M. Bingley sur le même sujet. Jane l'accueillit par un sourire si amène et si doux. Des couleurs qui marquaient tant de félicité qu'il n'était guère possible de douter de satisfaction quant à la lumière dont il se déroulait dans la soirée. Elisabeth n'eut aucune peine à connaître ses sentiments, et en cet instant, sa sollicitude à l'égard de Wickham, son animosité contre ses ennemis, tout cela s'effaça devant l'espoir de voir sa sœur promise à un mariage heureux. Et c'est ainsi que s'achève donc cette dernière lecture d'Orgueil et préjugés de Jane Austen. J'espère que ces instants de lecture en ma compagnie vous ont plu, vous ont ravi. En tout cas, pour moi, ça a été un plaisir de vous avoir fait la lecture et j'espère vous retrouver très vite pour de nouveaux instants littéraires, pleins d'intensité et d'amour à partager. À très vite sur C8.